Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mercredi 16 mars 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Il n'est jamais trop d'évoquer la cherté de la vie ces derniers temps au Niger. Une situation à laquelle les consommateurs vivent dans leur sein sans savoir à quel, de leur chair sans savoir à quel sein se vouer. Et qui plus est inquiétante avec le mois béni de Ramadan qui s'annonce. Quelles peuvent être alors les causes de cette cherté de la vie? Élément de réponse dans ce reportage signé Adamou Soumana. Kaya suna kara kudi, kaya sun yi tsada sosai, kuma mu ba mu san daga wurin da ana dauka ne. Les prix des produits augmentent chaque jour. Nous ne savons pas la cause de cette augmentation. Les clients aussi n'ont pas d'argent maintenant. La cherté nous afflige beaucoup. J'exerce le commerce des beignets. La farine qui coûtait 400 francs avant, nous l'achetons aujourd'hui à 600 francs. Et l'huile à 1250 francs. Vraiment, nous les pauvres, nous souffrons. L'année dernière, à pareil moment, la mesure du 1000 se vendait à 750 francs. Mais maintenant, elle est à 1000 francs. Nous souffrons beaucoup car tout est cher à Niamey. Nous voulons que le prix soit revu en baisse. L'année dernière, la situation était beaucoup plus supportable que maintenant. Tout est gâté. Le gouvernement doit penser aux pauvres car nul ne peut rester sans manger. Tels sont entre autres les cris de détresse des consommateurs tout comme de certains revendeurs nigériens face à la flambée des prix de produits de grande consommation, notamment alimentaires. Des prix de denrées que les petites bourses peinent à supporter à un moment où la communauté musulmane du pays s'apprête à accueillir le mois béni de Ramadan, qui le plus souvent est synonyme de cherté de produits de première nécessité. Cependant, cette situation, selon certains spécialistes du domaine, n'est pas du seul fait des fournisseurs nationaux. Ce qu'on peut retenir, c'est une constatation malheureusement de l'ordre mondial, du fait surtout de la pandémie de la Covid. Comme vous l'avez constaté, les différents pays de par le monde ont pris un certain nombre de mesures dites restrictives et qui ont fait que le niveau de production mondial a malheureusement pris un coup. Étant entendu qu'on n'était pas dans les conditions classiques de production. Et donc, du fait de cette baisse de production, évidemment, les produits ont commencé à se raréfier sur le terrain et comme vous le savez, c'est des phénomènes qui jouent par rapport à l'offre et la demande. Ça a créé une certaine hausse. C'est vrai qu'il y a le phénomène de la Covid qui a aussi malheureusement entraîné le fait que le transport a beaucoup pesé sur le rehaussement du coût de ces matières-là. Pour illustrer, au niveau du coût du fret à l'international, il est quand même passé de $50 à $110 la tonne. Et plus proche de nous, le coût de transport qu'on avait jadis entre Cotonou et Niamey, qui tournait autour de 31 000, est passé à 38 000. Mais bon, il y a aussi des éléments probablement économiques en ce qui concerne notre grand voisin le Nigeria, qui ont fait que sur une longue période la frontière a été fermée. Dernièrement, nous avons également dû subir la fermeture de la frontière avec le Bénin, d'où on faisait venir quand même pas mal de céréales, notamment le maïs. Et également le phénomène d'insécurité qui a fait que des mesures de prudence ont été prises notamment sur notre frontière avec le Mali. Quoi qu'il en soit, il urge de contenir cette flambée des prix afin de permettre à l'ensemble des Nigériens de joindre les deux bouts, notamment ceux qui s'apprêtent à observer le jeûne de Ramadan. Des mesures sont vraiment en train d'être prises de concert avec la Chambre de commerce pour voir quelles sont les possibilités réalistes, objectives offertes au pouvoir public afin que des actions en termes de en fait, qui ont pour objectif d'impacter sur les prix afin de les ramener peut-être à des niveaux, on va dire, plus ou moins supportables pour l'ensemble de nos consommateurs.
Il est important de souligner que la pandémie de Covid-19 a certes impacté aussi bien les échanges bilatéraux qu'internationaux, mais la hausse vertigineuse de certains produits alimentaires en l'espace d'un mois ne peut nullement être imputable à la Covid-19 qui ne date pas seulement de cette année. Ainsi, grossistes et détaillants de ces produits au Niger sont interpellés à plus d'un titre pour revoir leurs copies afin d'alléger les souffrances des populations déjà meurtries par certains aléas. Merci Adam Ousmane. Cette charte de la vie au Niger est aujourd'hui donc une réalité. La majorité de la population se plaint. Tout est cher sur les marchés, une situation qui fait réagir aussi l'acteur de la société civile nigérienne Nuhu Mohamedou Arzika qui appelle les Nigériens à une prise de conscience au vu de l'ampleur de la situation. On l'écoute. Vous voyez les gens aujourd'hui en train d'augmenter les prix des produits de tous les côtés, dans tous les domaines. Et pourquoi? Parce que tout simplement, les Nigériens, et c'est ce que nous avons dit dans la fin de notre communiqué, nous avons essayé d'attirer l'attention des gens pour leur dire qu'ils sachent qu'il n'y a rien à faire. La lutte là, ce que nous pouvons être amenés à dire, il faut que les gens et les autres sachent que tant qu'il n'y a pas une mobilisation générale et permanente qui puisse amener les uns et les autres à comprendre qu'en tant que citoyen en démocratie, ce n'est pas des petites voies d'action qu'il faut chercher par la violence. Nous avons toujours été un mouvement non violent. Nous avons toujours été un mouvement citoyen et patriotique. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons toujours inscrit notre action et nos luttes pour être dans la position de faire en sorte que les uns et les autres prennent conscience et que nous menons des actions ensemble, de manière citoyenne. Mais pour qu'on ait pu justement à ce propos, s'il doit y avoir une mobilisation générale, un mouvement d'ensemble, etc., cela suppose un leadership qui devait venir de quelque part. Aujourd'hui, vous pourrez venir ce leadership. Écoutez, s'il vous plaît, ici, là, nous, en ce qui nous concerne, ça fait quand même 30 ans qu'on fait ce travail. Et depuis 30 ans, si quelqu'un nous a pris à défaut, on l'attend. Depuis 30 ans, on est debout. On est en train de mener ce combat. Les gens ont estimé à un moment donné que ce qu'il leur faut, c'est l'autre voie qu'ils ont choisie. Et c'est cette voie-là. Maintenant, je pense que tout le monde est en train de faire le point pour se rendre compte que ce n'est pas la voie. La voie, c'est de revenir et de se mettre ensemble pour créer les conditions de cette lutte citoyenne qu'on doit pouvoir faire par la mobilisation. En démocratie, c'est la mobilisation. Quand les gens vont sortir de manière pacifique, en grand nombre, quand ils vont poser des actes de manière pacifique, de manière en grand nombre, il n'y a rien à faire, les données vont changer. Mais si les gens, chacun va rester chez lui, il va se coucher ou se terrer et attendre que ce soit juste un groupuscule de gens qui vont faire quelque chose, nous restons toujours sans solution. C'est clair et net. Parce que il faut que les uns et les autres comprennent qu'aujourd'hui, vous avez parlé de crise de leadership. Moi, je ne me sens même pas dans cette logique-là. Il n'y a pas de... Les choses sont simples. Le leadership, là, ça ne se décrète pas. Est-ce que tu comprends? C'est la manière de travailler des gens, c'est leur engagement, c'est leur détermination, c'est leur résolution. Et c'est ça qui pourra les faire de leader ou pas. Un leader ne se décrète pas. C'était là donc la réaction de l'acteur de la société civile nigérienne Nuhu Mohamedou sur la cherté de la vie au Niger avec la flambée donc des prix de produits de première nécessité sur le marché. Autre aspect de cette édition, ouverture ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey d'un séminaire de formation sur les thèmes le coût d'exploitation des véhicules et la productivité des entreprises de transport des marchandises au Niger. Ce séminaire de 3 jours est organisé par le Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics CONUTA. Faisons le point avec Nafisa Yahya et Chebi Gisso. C'est pour davantage améliorer le secteur du transport en renforçant la compétitivité des entreprises de transport routier des marchandises que le Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics CNUT a initié cette session de formation à l'endroit des acteurs de la chaîne des transports. La présente rencontre s'inscrit dans le cadre d'un programme de renforcement de capacité des acteurs de la chaîne de transport.
Le Niger est un pays sahélo-sahélien très enclavé qui réalise l'essentiel de ses échanges extérieurs par voie terrestre, dont les principaux corridors sont le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire via le Burkina Faso et le Nigeria. Je vous invite à participer activement aux travaux du présent séminaire qui sera animé par des éminents experts nationaux ayant fait leurs preuves dans l'industrie des transports au Niger. Je porterai avec vous cette robe de transporteur pour vivre ces 3 jours, Inch'Allah, durant cet exercice qui nous changera ses habitudes stéréotypes afin d'améliorer la gestion de ceux qui, dans des conditions assez pénibles, ont le devoir d'acheminer la marchandise sous le poids de la vétusté des camions, des tracasseries routières et de l'endurance due à l'état des routes. Pour un grand nombre de ces opérateurs, le calcul d'un coût de transport est souvent une hantise, a souligné Mme Moustapha Chima, directrice générale du CNUT. C'est pourquoi le transport de marchandises se caractérise par une grande volatilité des prix. En effet, plusieurs paramètres ont un impact sur l'évolution des prix. Le coût de transport, la conjoncture économique, le contexte géographique ou encore des éléments exceptionnels comme la crise sanitaire ou bien les aléas climatiques. Le mode de transport constitue également un élément déterminant, chacun ayant son propre fonctionnement en matière de tarification et de taxation. Placé sous le thème les coûts d'exploitation des véhicules et la productivité des entreprises de transport des marchandises au Niger, cette formation de 3 jours sera animée par d'éminents experts nationaux ayant fait leurs preuves dans l'industrie des transports au Niger. Allons donc à la découverte maintenant d'un migrant. Il s'agit de Solange, âgée de 42 ans. Elle a quitté son pays, le Cameroun, il y a plus de 5 mois. Un parcours de migration qui l'a finalement amené au Niger, dans la région d'Agadez. Suivez donc son expérience et ses perspectives d'avenir dans cette interview avec nos confrères du studio Kalongo. Cameroun, donc la vie était très difficile et en plus je voulais retrouver mon mari qui était en Algérie. J'ai tout quitté du Cameroun pour le Nigeria, Agadez, Alit, et nous avons pris la route pour l'Algérie. Et en cours de chemin, il y a eu des coupures de route puisque nous sommes quittés, on voyageait la nuit. Et maintenant, il fallait qu'on traverse maintenant Kano pour le Niger. Et après, nous avons trouvé encore notre passeur. Le passeur là nous a fait traverser la frontière et nous sommes arrivés à Zender. Nous avons demandé combien coûte Alit par personne. Ils nous ont parlé de 16 500. Nous sommes partis, arrivés, il y avait 3 barrières de police. Dans les 3 barrières de police, la première barrière, nous avons donné 5 000. Deuxième barrière de police, nous avons donné 5 000. C'est la dernière barrière au niveau de presque à Alit là. C'est où nous avons donné 10 000 francs. Nous avons fait traverser. Au désert, la traversée du désert, c'est pas facile. La traversée du désert, au désert, on trouvait même les corps humains, les corps séchés au désert. À Oran, la vie à Oran, ce n'était pas vraiment facile. Ils ne donnent pas le travail aux femmes là-bas. Mais on faisait avec. Après 2 ans, mon mari, il est sorti pour aller en réunion vendredi. Arrivé en route, on lui a pris. Le refoulement lui a pris. On lui a refoulé ici. Bon, il m'a demandé de supporter, d'attendre qu'il pouvait remonter et venir me retrouver. Mais par coup de malchance, un matin, je suis sorti pour aller faire du marché. Ils m'ont pris aussi. C'est là où je me suis retrouvé ici au Niger. Ça fait 5 mois, quelques jours, comme nous sommes à Agadez. Bon, quand nous sommes arrivés, c'était vraiment très très difficile pour nous. Bon, je faisais des croquettes, même jusqu'à présent, ce n'est pas facile pour vendre, puisque les
les gens d'Agadez disent, si je mange et après j'ai des problèmes, je vais vous trouver où? C'est comme ça que c'est pas facile qu'un autochtone me fasse la recette. Ce sont les étrangers qui savent ce que c'est qui me font un peu de recettes et avec ça, je me bats un peu pour m'en sortir. Nous avons rencontré un agent du CS en ville. Bon, il nous a parlé du CS. Le CS nous est venu vraiment, donc il nous a beaucoup aidé parce qu'il nous a donné des kits, des kits alimentaires, des conseils et en plus la santé. Je ne pense pas que nous allons rentrer. Nous allons rester à Agadez puisque comme mon mari se bat déjà, il essaie déjà de trouver des petits chantiers, il gagne déjà des petits chantiers. Non, nous avons décidé de rester à Agadez et essayer de gagner notre vie ici. Autre aspect de cette édition, c'est pour parler du sport en milieu scolaire. Les compétitions de la 8e édition du tournoi de football des écoles et instituts de formation professionnelle et technique ont débuté ce mercredi 16 mars 2022 à Niamey. Le tournoi est organisé par l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles du Niger, UEPTN. Les équipes de 16 écoles prennent part à ce tournoi dit de cohésion. Faisons le point avec Hamza Saoukou et Nasser Seydou. Il s'agit là du coup d'envoi de la 8e édition du tournoi dénommé Tournoi de cohésion de l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles du Niger. Le thème retenu pour cette édition est rôle des scolaires professionnels dans la culture de la paix, la consolidation des acquis démocratiques et la fraternité entre les élèves et étudiants. Retenez que ce choix du thème de ce thème n'est pas fortuit, surtout qu'il intervient dans un contexte de troubles dans le monde en général et le Niger en particulier. Cette activité montre combien la section de l'UEPTN est soucieuse de ses militantes et militants et de la valorisation de la culture de la paix qui est sans nul doute source de cohésion et d'unité. Permettez-moi de Nelson Mandela qui dit « Le sport a le pouvoir de changer le monde ». Fin de citation. Ces mots de ce grand humaniste et leader charismatique devraient nous encourager à contribuer au progrès du sport et de la culture. Voilà la véritable raison qui nous réunit aujourd'hui. En effet, l'objectif visé à travers cette activité est de renforcer la cohésion sociale et d'inciter les militants à cultiver la culture de la paix. Cette rencontre est mise à profit par le secrétaire général de l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles du Niger pour prodiguer des sages conseils à l'endroit de ses camarades. Nous demandons à tous ces participants et ces compétiteurs de faire prévaloir cet esprit de fair play. Quelle qu'en soit l'équipe gagnante, c'est l'école professionnelle qui gagne. Et l'ISN en général et particulièrement les étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques de Niamey. C'est pourquoi notre souhait pour cette 8e édition de faire prévaloir toujours cet esprit de faire plaire et faire prévaloir la fraternité. Pour cette édition, 16 écoles professionnelles, publiques et privées, sont en lice et réparties en 2 poules pour cette compétition qui durera 2 semaines. Merci Hamza Saoukou et bonne chance à toutes ces équipes. Dernier aspect de cette édition, notre rubrique hebdomadaire à présent, la chronique juridique. Elle porte sur la répression des crimes de guerre. Ce thème sera développé par le juriste Emmanuel Alfred. Il est également président du Réasa Presse. Très bonne réception.
aujourd'hui, nous abordons un autre thème sur la répression des crimes de guerre. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par répression? Alors, le terme répression désigne généralement l'adoption des dispositions législatives et des mesures administratives et judiciaires nécessaires pour prévenir et sanctionner les violations de droits. Vous savez, en période de conflit armé, les différentes parties au conflit violent souvent les lois et coutumes de la guerre, ce qu'on appelle les crimes de guerre. Le droit international humanitaire, à travers les conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels, organise de la façon dont le conflit doit se mener. À défaut d'interdire la guerre, le droit international humanitaire intervient pour l'humaniser en créant des garde-fous. Voilà comment la guerre doit se faire, voilà qui il faut toucher, voilà qui il ne faut pas toucher, les biens qu'on doit toucher, les biens qu'on ne doit pas toucher. C'est une façon d'humaniser la guerre. Mais force est de constater que sur le théâtre des hostilités ou sur le champ de bataille, les parties au conflit sont appelées souvent à violer les règles du droit international humanitaire. C'est pourquoi les conventions de Genève ont prévu des mécanismes de répression. Vous avez l'adoption du statut de Rome, le statut de la Cour pénale internationale, qui prévoit un certain nombre d'infractions, qui prévoit la répression des crimes de guerre et qui peuvent être poursuivis au niveau de certaines juridictions. Donc, s'agissant, comme je l'ai dit, de la répression, elle désigne cette volonté, elle désigne cet ensemble de textes ou de dispositions législatives et des mesures administratives et judiciaires en vue de prévenir ou de sanctionner les violations de ces règles garantissant ou organisant la guerre. Alors, s'agissant cette fois-ci de la notion de crime de guerre, il s'agit des infractions graves ou de violations graves contre le droit international humanitaire. Différents crimes contre l'humanité ou crimes de génocide qui sont des violations contre les droits de l'homme peuvent être commis par les parties sur le théâtre des hostilités. Ces crimes qui sont commis dans ce contexte-là, dans le contexte de conflit armé, sont soit dirigés contre des personnes ou des biens qui sont protégés par le droit international humanitaire. Les conventions de Genève, les 4 conventions de Genève et le protocole additionnel cité tantôt, interdisent par exemple de toucher les lieux de culte. Les lieux de culte par vocation sont des biens civils qui ne doivent pas être touchés. Les écoles, les hôpitaux sont des biens civils qui ne doivent pas être touchés. Donc vous voyez qu'en prenant pour cible les lieux de culte, les écoles, les hôpitaux, les ponts, les canaux d'eau, etc., là, la partie à l'origine de ces violations-là commet ce qu'on appelle les crimes de guerre. C'est un crime de guerre, puisque c'est des biens protégés. Alors, ces crimes sont dirigés vers des individus ou vers des biens. Quand vous touchez, par exemple, des populations civiles qui ne prennent pas part au conflit, vous commettez des crimes de guerre, puisque les conventions en droit international humanitaire ont interdit de s'en prendre aux personnes qui ne participent pas. C'est pourquoi, par définition, le droit international humanitaire, c'est cet ensemble de règles qui a pour vocation de protéger les personnes qui ne participent pas ou qui, avant participaient, mais ont cessé de participer au conflit. La deuxième composante, c'est que ces violations peuvent être dirigées contre des biens, tels que les écoles, tels que les hôpitaux, tels que les canaux d'eau, et tout ce qui est vital à la survie des populations. Il y a un certain nombre d'obligations qui incombent à l'État dans ce contexte. Mais vous pouvez constater que parmi ces crimes, on a les crimes contre l'humanité, on a les crimes de génocide, par exemple l'intention de tuer à grande échelle, le meurtre, le génocide de toute une partie de la population. C'est des crimes contre l'humanité, c'est des crimes qui sont commis, c'est des génocides, des crimes de génocide. Donc ces crimes sont de la compétence des juridictions internationales telles que la Cour pénale internationale, par exemple. Donc je disais qu'il y a des obligations qui incombent
aux États, puisque ce sont les États qui sont partis aux conventions de Genève, qui garantissent la protection des populations civiles ou qui décrivent les lois et les coutumes de la guerre. La première obligation, donc l'État doit se doter d'une législation nationale qui interdise et qui réprime les infractions graves, soit en adoptant une loi distincte à cet effet, soit en amendant des lois existantes. Déjà, comme nous l'avons dit, au Niger, par exemple, l'État du Niger est parti aux conventions de Genève. Ouais. Donc, l'État a cette obligation, soit d'adopter des lois nouvelles allant dans ce sens, ou bien d'harmoniser les anciennes législations dans ce sens. La deuxième obligation qui incombe à l'État, c'est de rechercher et poursuivre les responsables présumés d'infractions graves au droit international humanitaire. Il doit les déférer devant ces tribunaux ou les extrader pour qu'ils soient jugés devant un autre État. Souvent en cas de manque de volonté politique, puisqu'il peut arriver des cas dans certains pays ou dans certains États qu'il n'y ait pas cette volonté politique de pouvoir poursuivre les auteurs des violations. Donc c'est en ce sens que la Cour pénale internationale peut se substituer aux juridictions nationales pour pouvoir poursuivre les auteurs de ces infractions. La troisième obligation qui incombe à l'État, c'est qu'il doit se charger, ou bien qu'il doit charger, disons, ses commandants militaires de cesser et de prendre des mesures à l'encontre des personnes placées sous leur autorité qui se rendent coupables de telles infractions. L'État doit encore donner plus attirer plus l'attention des commandants militaires afin qu'ils contrôlent ou bien qu'ils attirent l'attention des hommes sur le terrain pour qu'ils puissent respecter et faire respecter ces lois et coutumes de la guerre. Quatrièmement, l'obligation qui incombe à l'État, c'est les États doivent s'accorder à travers une entrade judiciaire dans toute procédure relative à des infractions graves et à la coopération bilatérale en matière judiciaire. Les États doivent coopérer afin de pouvoir s'entraider et que les auteurs de ces crimes soient poursuivis. Donc, je vais vous donner ici quelques exemples d'infractions graves aux conventions de Genève. Vous avez, par exemple, le retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils. Vous avez les pratiques de l'apartheid et les autres pratiques inhumaines et dégradantes fondées sur les discriminations raciales qui donnent lieu à des outrages à la dignité personnelle. Le fait de diriger des attaques contre des monuments historiques, les œuvres d'art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples. Le fait de priver une personne protégée par les conventions de Genève ou par le protocole additionnel 1 de son droit d'être jugé régulièrement ou impartialement. Voyez, donc il s'agit ici d'autant d'infractions. Par exemple, le fait de soumettre également une personne à une attaque en la sachant hors de combat. Le fait d'utiliser perfidement le signe distinctif de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou tout autre signe protecteur reconnu. Le transfert par la puissance occupante d'une partie de la population civile dans le territoire ou la déportation, etc. Donc, en fait, le fait déjà de transférer une partie de la population sous protection dans un autre territoire, surtout la population civile, le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire. Donc, ici, il s'agit d'autant de violations du droit international humanitaire que les parties peuvent commettre. Maintenant, ce qu'il faut retenir en conclusion, c'est que quand ces violations sont commises, il revient soit, comme je l'ai dit tantôt, à l'État de poursuivre les auteurs, et s'il n'y a pas cette volonté politique de l'État, il revient effectivement à la Cour pénale internationale, à travers le statut de Rome, de poursuivre les auteurs. Mais les États aussi, entre eux, ont cette coopération ou cette entraide judiciaire afin de pouvoir s'entraider mutuellement et de poursuivre les auteurs des différentes violations. Malheureusement, on constate un peu partout sur le champ de bataille, sur le théâtre des opérations, les violations graves du droit international humanitaire. Je pense qu'il faut continuer la sensibilisation. C'est pourquoi nous avons, à travers le Razapresse DIHDH, qui est cette organisation que nous dirigeons depuis 2014, qui œuvre dans la diffusion du droit international humanitaire.
nous avons des actions de sensibilisation, nous avons des actions de formation dans le sens de former non seulement les forces de défense et de sécurité dans la maîtrise du droit international humanitaire, des ateliers de renforcement de capacité des FDS, mais aussi les populations civiles de manière générale, afin qu'elles comprennent le droit international humanitaire. Et cela, c'est dans l'optique de prévenir. C'est ça la prévention. Mais sur le théâtre, parce qu'une fois que le message est passé, la formation, la sensibilisation est faite, nous pensons que sur le théâtre des hostilités, eh bien, les parties au conflit vont intégrer la dimension du droit international humanitaire et cela va aider à réduire considérablement la violation des droits des parties sur le théâtre des hostilités. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur la répression des infractions et crimes de guerre. Audio Jungle.